est un régime de dictateur, à commencer par celui qui a été condamné pour corruption de la jeunesse. Vous savez que cette personne est incapable de diriger même une bergerie, encore moins une assemblée nationale. Aujourd'hui, vous avez vu... Retournez votre place, ça sent très clair. Retournez là-bas, là. Voilà. Les gendarmes, avant ça, une meute de députés qui ne comprennent absolument rien se jetaient sur moi et essayaient de me brutaliser. Mais qu'ils sachent que si on restait deux dans ce pays, dans cette assemblée, on va continuer à résister. Assemblée nationale, sous tension au Sénégal, la tension est montée d'un cran à l'Assemblée nationale sénégalaise. Lors des débats parlementaires, le député de l'opposition, Abdoul Bo, a été expulsé de l'hémicycle par les forces de sécurité afin de soumettre le projet de révision de la Constitution à un référendum, selon le ministre de la Justice. Demain. L'adoption de cette nouvelle loi pose beaucoup de problèmes du côté du pouvoir. Parce qu'il y a pas mal d'éléments dans cette constitution qui n'arrangent pas le régime actuel, qui ne peuvent pas rompre avec la manière traditionnelle de gérer le pays. Le contexte, d'abord. Parce qu'il faut comprendre d'où vient le contexte, d'abord. Parce qu'il faut comprendre d'où vient cette crise pour en saisir la gravité. Le mouvement PASTEF, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, n'est pas né d'un caprice électoral. Ce mouvement, c'est le fruit d'une décennie de combat. 10 ans de militantisme, 10 ans de sacrifices, 10 ans de répression subie, de militants arrêtés, de leaders emprisonnés, de familles fracturées, de jeunes qui ont risqué leur vie dans les rues pour défendre une idée simple mais révolutionnaire pour le Sénégal. Que les dirigeants doivent des comptes au peuple, que la transparence n'est pas une option, que la déclaration de patrimoine à l'entrée et à la sortie du pouvoir n'est pas une faveur accordée aux citoyens, mais une obligation fondamentale de tout élu qui se respecte. Ces engagements n'ont pas été griffonnés à la va-vite sur un coin de table. Ils ont été travaillés, affinés, formalisés par des spécialistes du droit, des juristes, des constitutionnalistes. Ils ont été portés publiquement devant le peuple sénégalais. Ils ont été repris, validés, consacrés par le comité du parti. C'était un contrat moral et politique entre le mouvement et les millions de Sénégalais qui avaient choisi de faire confiance à PASTEF. Et maintenant, quelque chose de très grave se passe. Et si vous pensez que ça ne vous concerne pas, attendez d'entendre la suite. Parce que voilà ce qui se passe concrètement. Le président de la République. Et quand on dit ça, on ne parle pas d'un inconnu. On parle de quelqu'un qui a été élu grâce à ce mouvement, grâce à ses militants, grâce à ses engagements. Ce président a pris ce texte fondateur. Il a commencé à le parcourir, article par article. Et selon des voix très bien informées au sein même de PASTEF, il a fait quelque chose d'inacceptable. Il a trié. Il a gardé ce qui l'arrangeait. Il a mis de côté ce qui le gênait. Et en particulier, il a écarté l'un des engagements les plus symboliques du projet. La déclaration de patrimoine à la sortie du pouvoir. Arrêtez-vous là une seconde. La déclaration de patrimoine à la sortie du pouvoir. C'est quoi exactement? C'est la garantie que quand un dirigeant quitte ses fonctions, le peuple peut vérifier qu'il n'est pas parti avec ce qui ne lui appartient pas. C'est la preuve par les actes qu'on n'est pas venu se servir. Et c'est précisément ça qu'on veut retirer du texte. Alors la question que tout le monde se pose maintenant, tout bas, mais que nous allons poser ici à voix haute, c'est pourquoi? Pourquoi retirer cet article précisément? Qu'est-ce qu'un homme qui a dit vouloir rompre avec les pratiques d'enrichissement des anciens dirigeants a à craindre d'une déclaration de patrimoine? Cette question, beaucoup au Sénégal se la posent. Et elle commence à ne plus rester silencieuse. Mais ce n'est pas tout. Parce que si le tripatouillage du texte était le seul problème, ce serait déjà grave. Mais il y a une deuxième couche à cette crise. Et elle est tout aussi explosive. Le président n'a pas seulement modifié le texte selon ses convenances. Il a ensuite soumis ce texte ritaillé au Conseil constitutionnel pour en obtenir un avis. Et là, selon des sources internes à PASTEF, des sources qui parlent avec une retenue mesurée, avec ces mots lourdement de sous-entendus. Au nom de la raison d'État, je garderai cela pour moi pour le moment. Là, est un régime de dictateur, à commencer par celui qui a été condamné pour corruption de la jeunesse. Vous savez que cette personne est incapable de diriger même une bergerie, encore moins une assemblée nationale. Aujourd'hui, vous avez vu, les gendarmes, avant ça, une meute de députés qui ne comprennent absolument rien se jetaient sur moi et essayaient de me brutaliser. Mais qu'ils sachent que si on restait deux dans ce pays, dans cette assemblée, on va continuer à résister. Parce que nous sommes des combattants, nous sommes des républicains, nous sommes des combattants de la République. Rien ne peut nous empêcher de continuer à travailler parce que ce pays n'appartient pas à Ousmane Sonko et à son clan. Li ma bëggoon wax mooy ñun tey li ñu wane. Je demande à tous les députés de PASTEF de rejoindre leur place.
Je demande à tous les députés de rejoindre leur place. Je demande à tous les députés de rejoindre leur place. Je demande à tous les députés, vous les députés, madame, rejoignez vos places. Allez, madame Baké. Cette nouvelle loi pose beaucoup de problèmes du côté du pouvoir. Parce qu'il y a pas mal d'éléments dans cette constitution qui n'arrange pas le régime actuel, qui ne compte pas rompre avec la manière traditionnelle de gérer le pays. Le premier élément, c'est que quand tu es président de la République, tu ne peux pas diriger un parti politique. Et cette partie a été introduite par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui revient après pour faire un amendement. Mais malheureusement, ça ne passe pas. L'amendement n'est pas passé. Le deuxième élément le plus important, le deuxième élément très important, c'est quand vous êtes président de la République. Après des élections, votre successeur, c'est lui qui a le droit de prendre des décisions, surtout concernant les ressources, pour éviter ce qu'on a vécu avec Macky Sall, où entre l'élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et sa prestation de serment, Macky Sall a eu à faire des nominations, à signer des protocoles d'accord, à signer des conventions, qui pour la plupart n'étaient pas du tout pour l'intérêt du Sénégal. Avec la nouvelle constitution, ça n'existe plus. Le deuxième élément, c'est la définition du mariage. Le mariage au Sénégal, c'est entre un homme et une femme. Pas autre chose. Un homme et un homme ne peuvent pas se marier. Une femme et une femme ne peuvent pas se marier. Et on ne se marie pas avec un animal chez nous. Ça, c'est la nouvelle constitution. Il y a un autre élément qui est très important, c'est la signature des conventions par rapport aux ressources. Cela doit obligatoirement maintenant passer par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a son mot à dire. Il y aura plus d'accords ou de protocoles ou de conventions dans le domaine des ressources signés où on dira oui, mais où est l'argent? Qui a signé c'est quand? Ça, c'est fini. Tout sera étalé sur la place publique. Ça, c'est un élément. Et rien que ça, c'est top. La deuxième que j'ai dit par rapport au mariage, ça s'appelait pas à la société civile sénégalaise. Je ne sais même pas qui les a élus, qui les a donné une légitimité. Mais déjà, moi, ça m'énerve, leur attitude. Donc, cette nouvelle constitution n'arrange absolument pas Diomaye parce qu'il y a un élément qui n'est pas oublié, c'est la gestion des fonds politiques. L'Assemblée nationale aura un œil sur les fonds politiques. Ouais. Et vous savez que cette partie-là n'arrange pas le régime actuel parce que on a l'habitude en Afrique, quand on est au pouvoir, d'utiliser les fonds politiques pour faire des recrutements politiques. Et personne ne doit savoir ce qui se passe. Ça va finir. L'Assemblée nationale va contrôler et surveiller ce qui se passe. Et il y a un élément toujours qui est important, c'est la déclaration de patrimoine. Cette partie a été introduite par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui lui-même revient pour dire que cet amendement ne doit pas concerner le président de la République. C'est-à-dire que le ministre de la République peut faire sa déclaration de patrimoine à sa prise de poste et à son départ. Le directeur de l'entreprise doit faire sa déclaration ou a l'obligation de faire sa déclaration à la prise de poste et au départ. Le président de la République doit faire sa déclaration de patrimoine à l'entrée, à sa prise de fonction, mais au départ, non. Vous voyez, mais Diomaye, qu'est-ce que tu veux faire avec notre argent? Qu'est-ce qui te gêne dans ça? Le président de la République, c'est un individu, c'est un citoyen. Et la loi doit être impersonnelle. Mais si tout le monde doit faire sauf vous, la loi devient personnelle. Donc assumez. En plus, cet amendement-là, c'est vous qui l'aviez dit, même quand vous étiez dans l'opposition. Vous disiez que vous allez vous battre pour ça. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Cet amendement vous dérange. Mais c'est peine perdue. Parce que demain, la loi sera adoptée. La loi sera adoptée par l'Assemblée nationale. Maintenant, une fois l'adoption, vous n'avez que deux choix en tant que président de la République. Soit renvoyer la nouvelle constitution à l'Assemblée nationale pour son approbation, soit organiser un référendum. Et vous savez qu'actuellement, si vous organisez un référendum, vous n'avez pas d'argument. Ni vous, personne de votre camp n'a des arguments pour convaincre les Sénégalais de ne pas voter cette constitution. Parce que les Sénégalais se voient dans cette constitution. C'est pour cela, tous vos partisans, ils parlent de cette constitution, mais essaient d'éviter le débat réel. C'est-à-dire Des choses très particulières se seraient passées. Des choses que ceux qui sont au courant savent, que ceux qui doivent ne savoir savent, et que le président lui-même sait, que ses propres camarades savent. Vous entendez le silence dans cette phrase? Ce silence au Sénégal, il résonne comme un tonnerre. Parce que dans le monde politique africain, quand des hommes de cette stature disent « je sais », tu sais que je sais, et nous savons tous les deux que ça ne doit pas rester là, c'est une déclaration de guerre en mode feutré. Et ce mode feutré est en train de se terminer. Comprenons bien la question constitutionnelle, parce qu'elle est capitale. Au Sénégal, le pouvoir constituant, c'est-à-dire le pouvoir de modifier la Constitution, n'appartient pas au président de la République seul.
Il appartient soit au peuple, via un référendum convoqué selon l'article 51 de la Constitution, soit à l'Assemblée nationale dans un cadre strictement défini, ce qu'on appelle le pouvoir constituant dérivé. Or, le président n'a convoqué aucun référendum. Il n'a pas invoqué l'article 51. Selon ses propres opposants au sein de PASTEF, il n'avait donc aucune légitimité constitutionnelle pour procéder à ce tri sélectif dans le texte. Et pourtant, il l'a fait. Il a envoyé un texte remanié au Conseil constitutionnel, texte qui ne reflétait plus fidèlement les engagements originaux du mouvement. Ce qui se joue ici dépasse largement les querelles d'ego ou les ambitions personnelles. Ce qui se joue ici, c'est une question de fond. Est-ce qu'une révolution politique peut survivre quand son propre leader commence à trahir les textes fondateurs qui l'ont porté au pouvoir? Est-ce que la confiance d'un peuple peut tenir quand les promesses faites pour obtenir cette confiance commencent à être retaillées à la convenance du bénéficiaire? Ces questions qu'elles ne concernent pas seulement le Sénégal, elles concernent tous les peuples africains qui cherchent une autre voie, qui espèrent que quelque chose d'authentiquement nouveau est possible, que les dirigeants qui arrivent en disant « nous sommes différents » le prouvent réellement dans les actes. Et puis, il y a une troisième dimension à cette crise, une dimension personnelle, qui concerne directement Ousmane Sonko, le Premier ministre, la figure de proue historique de PASTEF, l'homme dont le nom a mobilisé des millions de Sénégalais dans les rues, l'homme qui a subi la prison, les poursuites judiciaires, les tentatives d'élimination politique et qui en est sorti plus fort. Cet homme, Ousmane Sonko, se retrouve aujourd'hui dans une position paradoxale extraordinaire. Il avait lui-même déclaré publiquement qu'il voulait se placer au-dessus de la mêlée politique, qu'il ne faisait plus de politique partisane, qu'en accédant à ses fonctions, il se retirait de la direction active d'un parti ou d'une coalition. Mais voilà que maintenant, une demande circule, celle de lui permettre d'être à la fois chef de l'État et président d'un parti et d'une coalition. Double casquette, double pouvoir. Et les députés de PASTEF à l'Assemblée nationale ont dit non. Ils ont rejeté cet amendement. Et honnêtement, si on suit la logique même de Sonko, ils ont eu raison. Parce qu'on ne peut pas dire « je me place au-dessus de la mêlée » et revenir ensuite pour demander à contrôler la mêlée. C'est une contradiction qui saute aux yeux, mais cette contradiction dit quelque chose de très profond sur ce qui est en train de se passer au sommet du pouvoir sénégalais. Ce rejet, certains ont crié à la forfaiture, d'autres ont parlé de régime fasciste en train de s'installer. Et au milieu de tout ce chaos, une phrase a été lancée, que nous allons reprendre ici parce qu'elle mérite d'être examinée à la loupe. On a dit qu'Ousmane Sonko est un dictateur, que c'est quelqu'un qui a été condamné pour corruption de la jeunesse, que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de diriger un quartier, encore moins une assemblée nationale. Ce sont des mots forts, des mots qui, dans un autre contexte, pourraient sembler excessifs. Mais au regard des événements qui viennent de se passer, ils trouvent un terreau fertile. Parce que voilà la vérité que personne ne peut nier. Quand vous envoyez des forces de l'ordre physiquement dans un parlement pour en extraire un député qui votait, vous franchissez une ligne que les démocraties, même imparfaites, ne franchissent généralement pas. Et quand cela se produit dans le Sénégal d'Ousmane Sonko, le Sénégal de l'homme qui a passé des années à dénoncer exactement ce type d'abus sous les régimes précédents, la contradiction devient insupportable pour ceux qui y ont cru. Mais alors, qui sont ces mystérieux défenseurs de PASTEF qui émergent soudain de l'opposition? Et pourquoi les militants historiques du mouvement rient-ils en les voyant? La réponse va vous surprendre. Et elle nous amène au cœur même de ce que le jeu politique sénégalais est en train de révéler sur lui-même. Il y a une ironie cruelle dans la situation. Une ironie que ceux qui ont vécu PASTEF de l'intérieur, qui ont milité, qui ont souffert, qui ont payé le prix de leur engagement, perçoivent avec une acuité particulière. Des figures de l'opposition. Des gens qui, il y a encore peu de temps, étaient des adversaires déclarés de Sonko et de PASTEF. Des gens qui ont parfois activement participé à la répression ou à la marginalisation du mouvement. Ces mêmes figures se retrouvent aujourd'hui à défendre les valeurs de PASTEF, à se présenter comme les gardiens de l'idéal de rupture que PASTEF avait incarné. Et les militants de PASTEF, eux, ils rient. Pas d'un rire joyeux, d'un rire amer, le rire de ceux qui ont vu trop de trahison pour encore s'étonner de quoi que ce soit, parce qu'ils savent ce que dit ce retournement de veste. Il dit que quand un mouvement politique se sépare de son âme, de sa base, de ses engagements fondateurs, il crée un vide. Et dans le jeu politique, la nature a horreur du vide. Ce vide, des récupérateurs vont s'empresser de le remplir. Et voilà comment les anciens ennemis d'un mouvement deviennent soudainement ses défenseurs les plus ardents. C'est le paradoxe de la politique. C'est aussi son piège le plus dangereux. Mais revenons à la question fondamentale. Revenons à ce tripatouillage du texte fondateur. Parce que c'est là que tout commence, et c'est là que tout nous ramène. Au Sénégal, quand on dit « la conscience n'appartient », il a une conséquence concrète et immédiate. La coalition qui a été utilisée pour porter Sonko au sommet sera désormais dirigée par quelqu'un d'autre. Et si PASTEF est majoritaire dans cette coalition, les règles sont les règles. La loi est la loi.
La coalition ne peut pas rester indéfiniment entre les mains de quelqu'un qui a officiellement déclaré ne plus faire de politique. C'est le jeu politique dans ce qu'il a de plus brutal et de plus logique à la fois. Et pendant que tout cela se noue, pendant que ces tensions internes montent en pression, voilà qu'à l'Assemblée nationale, quelque chose d'encore plus dramatique se passe physiquement. Des gendarmes sont envoyés à l'intérieur de l'hémicycle pour expulser un député élu, un représentant du peuple sénégalais, dont le seul crime, si on peut appeler ça un crime, était d'exercer son droit de vote. Vous avez bien entendu. On a envoyé des hommes en uniforme pour sortir de force un élu du peuple de l'enceinte où il est censé représenter ce même peuple. Si ce n'est pas de la dictature, dites-nous comment on appelle ça. La scène a provoqué une onde de choc. Des voix se sont élevées de toutes parts. Quelques instants. C'est « Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que cela signifie pour la suite? Est-ce que Pastef va imploser? Est-ce que Sonko va sortir renforcé ou affaibli de cette crise? Et surtout, qu'est-ce que le peuple sénégalais va faire de tout cela? Pour comprendre la suite, il faut comprendre l'enjeu du niveau politique que le Sénégal vient d'atteindre. Une voix très bien informée l'a dit avec une formule saisissante. Le jeu politique au Sénégal est aujourd'hui au niveau d'une finale de Ligue des Champions. Dior, My Fight, Ousmane Sonko. Du duo à la dualité. Ces mots ne sont pas des métaphores vides. Ils décrivent une réalité concrète. Nous ne sommes pas plus dans un jeu politique ordinaire. Nous sommes dans une confrontation de haute intensité entre des forces qui ont des intérêts contradictoires et des légitimités concurrentes. D'un côté, il y a le président de la République avec les attributs du pouvoir d'État, la légitimité électorale, les ressources de l'État, la force publique. De l'autre, il y a la base militante de Pastef, avec sa légitimité historique, sa capacité de mobilisation, et une colère qui commence à ne plus se contenir. Et entre les deux, il y a Ousmane Sonko, figure ambiguë dans cette crise, à la fois produit et critique du système qu'il a lui-même contribué à mettre en place. Cette triangulation, elle est explosive, et personne au Sénégal aujourd'hui ne peut vous dire avec certitude comment qu'elle va se terminer. Mais avant de parler de la suite, il faut parler du passé. Il faut parler de ce que Pastef a vraiment représenté dans l'histoire politique récente du Sénégal. Parce que pour mesurer l'ampleur de la trahison, si trahison il y a, il faut mesurer d'abord l'ampleur de la promesse. Et cette promesse était immense. Elle était peut-être même trop immense pour un seul homme. Pastef est né dans un contexte précis. Le Sénégal des années 2010 était un pays épuisé par des décennies de gestion politique approximative, de corruption endémique, de clientélisme, d'enrichissement personnel érigé en système. Les Sénégalais avaient voté pour l'alternance en 2000, puis encore en 2012, mais à chaque fois, les espoirs de changement profond s'étaient heurtés à la dure réalité d'un système politique qui récupérait les réformateurs et les transformait progressivement en gardiens du temple qu'ils avaient promis de détruire. Dans ce contexte, la parole de Pastef a résonné comme quelque chose de neuf. Pas seulement parce que les discours étaient différents. Au Sénégal, on a l'habitude des beaux discours, mais parce qu'il y avait derrière ces discours une architecture intellectuelle sérieuse, une cohérence idéologique et surtout une capacité de sacrifice qui forçait le respect même chez les adversaires. Quand un leader politique va en prison plutôt que de plier, quand des militants affrontent les forces de l'ordre plutôt que de se disperser, quand un mouvement survit à des années de répression et sort plus fort qu'il n'était entré, ce mouvement a prouvé quelque chose. Il a prouvé qu'il ne jouait pas. Et c'est précisément ça qui rend la situation actuelle si douloureuse pour les militants. Parce qu'ils n'ont pas lutté 10 ans pour arriver au pouvoir et voir les mêmes pratiques se reproduire avec de nouveaux acteurs. Ils ont lutté pour que quelque chose change vraiment. Et maintenant, ils se retrouvent face à cette question que personne ne veut poser, mais que tout le monde pense. Avons-nous été utilisés? Cette question est injuste dans certains de ses aspects. Le pouvoir a ses contraintes propres. Les engagements pris dans l'opposition ne peuvent pas toujours être respectés à l'identique une fois au gouvernement. C'est une réalité que tous les politiques connaissent et que tous les citoyens au fond comprennent. La gouvernance est complexe. Les marges de manœuvre sont souvent moins larges qu'espérées. Les partenaires internationaux, les institutions financières, les réalités budgétaires peuvent imposer des arbitrages douloureux. Mais il y a des compromis qui s'expliquent. Et il y a des lignes qui ne se franchissent pas. Et la déclaration de patrimoine à la sortie du pouvoir, ce principe simple, fondamental, qui dit que tu rends des comptes quand tu pars, ce n'est pas une mesure technique difficile à appliquer, c'est un symbole. C'est le symbole même de la rupture promise. Et si ce symbole tombe, alors qu'est-ce qui reste? Il reste la question du pouvoir constituant. Et là, les juristes, les constitutionnalistes, les spécialistes du droit sénégalais ont quelque chose à dire. Quelque chose d'important. Quand les tenants du mouvement disent que le président n'avait pas la légitimité constitutionnelle pour faire ce tri dans le texte, ils ne font pas de la rhétorique. Ils soulèvent une question juridique réelle. Le pouvoir de modifier la Constitution appartient soit au peuple directement,
via un référendum, soit à l'Assemblée nationale dans des conditions strictement encadrées, ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Or, et c'est là que ça devient fascinant d'un point de vue constitutionnel, le président n'a convoqué ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de vote de l'Assemblée nationale sur ces modifications. Le texte original, élaboré collectivement, a simplement été remanié unilatéralement. Et ce texte remanié a été soumis au Conseil constitutionnel pour validation, comme si le tri avait déjà eu lieu, comme si la décision était déjà prise, et comme si on ne demandait au Conseil constitutionnel qu'une bénédiction formelle. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, pas seulement le contenu des modifications, mais la méthode. La méthode, c'est-à-dire le fait qu'un seul homme ait décidé seul de ce qui valait et de ce qui ne valait pas dans les engagements collectifs d'un mouvement entier. Et pendant que cette crise constitutionnelle se noue au sommet, dans les corridors du pouvoir, dans les cabinets juridiques, pendant que des messages se transmettent entre des gens qui savent que les autres savent, pendant tout ce temps, à l'Assemblée nationale, la crise prend une forme beaucoup plus visible, beaucoup plus brutale, une forme qui laisse des images qui circulent, des images qui entrent dans les maisons, dans les téléphones, dans les mémoires, des gendarmes dans l'hémicycle, des gendarmes qui viennent saisir un député. Ce député avait un seul droit, et ce droit était sacré, le droit de voter, le droit pour lequel ses électeurs l'ont envoyé à l'Assemblée, et ce droit-là lui a été arraché physiquement, par la force, par des hommes en uniforme, dans un pays qui se veut de la référence démocratique de l'Afrique de l'Ouest, dans un pays dont la stabilité politique a longtemps été citée en exemple à travers le continent. L'image est catastrophique, et les conséquences, nous allons le voir, dépassent de loin les frontières du Sénégal, parce que le Sénégal n'est pas un pays ordinaire dans le paysage politique africain. C'est une nation qui a une tradition démocratique